Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 20 juillet 2025. Il est à présent 19h31, 18h pardon, 31, n'importe quoi, je time travel, excusez-moi. Il est 18h31, nous sommes full jet lag du coup, bien sûr. Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé un agréable dimanche. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis un peu fatiguée, donc je pré-shot. Ah, il y a une chaussette propre. Là. Sachez que assez fière parce que j'ai lavé mes chaussettes et je les ai rangées et je n'avais que 2 chaussettes orphelines sur un total de plusieurs paires. J'étais en mode c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas tant en vrai 2 chaussettes orphelines, mais en voici une du coup. Bref, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée et que vous n'avez pas trop chaud. Ce soir, nous allons un petit peu discutailler, du coup. Un petit peu discuter comme en chaque début de live. C'est très rare de toute façon que je ne discute pas avant de lancer un jeu. Puis, je me suis rappelé soudainement que le bounty Marvel Rivals expirait demain dans l'après-midi. Donc, il fallait que je le fasse ce soir. Donc, on fera 1 heure de Marvel Rivals à partir de... Alors, j'ai mis 19h. Il y a moyen que ce soit 19h10, 20. Et ensuite, on basculera sur Elden Ring à 20h. De toute façon, j'ai lancé plus tôt que d'hab, justement, pour pas lancer Elden Ring à 23h30. Ce serait pas mal. Sachant que la semaine prochaine, on refera du Elden Ring aussi, parce que j'aimerais avancer. Et on fera aussi du Unovercraft's Treasure, qui est aussi un Souls-like, qui était le jeu que j'avais découvert... lors de la sponsor PlayStation. Et le jeu était vraiment très cool. Donc on va continuer. J'aurais dû continuer vendredi, mais on a joué à Balatro. Merci Jokai, merci beaucoup pour le 56e mois de sub, merci beaucoup. 56 c'est le Morbihan, tout à fait. Merci Dante pour le 8e mois de sub. 8 c'est l'Aude, je crois. Attends, département 8. Ah merde, c'est les Ardennes, je me suis trompée. Merci beaucoup le Joe en vrac pour le 8e mois, donc toujours les Ardennes, pardon. Merci beaucoup, merci Gluorin pour le sub pour les 6 prochains mois, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Shield également pour le 20e mois. Le 20e mois, c'est la Côte d'Or, je crois. Il me dit la Corse, mais non, c'est pas ça. Non. C'est quoi le 20? C'est pas la Côte d'Or? C'est le 21 la Côte d'Or? Bah alors c'est quoi le 20? Ah, le 20 n'existe pas, techniquement. En fait, le 20, à l'origine, c'est la Corse. Ah, mais je savais pas ça. Le 20, à l'origine, c'était la Corse. Et ensuite, ils ont divisé en 2A, 2B. Mais du coup, il n'y a pas de 20. J'avais jamais tiqué. Ça, on passe de 19 à 21. Enfin, ça fait 19 Corrèze, 2A Corse du Sud, 2B Haute-Corse, 21 Côte d'Or. What the fuck? J'ai l'impression qu'on vient de m'apprendre un truc de zinzin que tout le monde sait depuis le début, mais merci Patate Folle, merci beaucoup pour le 26e mois de sub, merci beaucoup, merci Malouga pour le 20e mois également, Volmoche pour le 22e mois, Valmu pour le 25e mois, merci beaucoup. Alors attendez, si on avait commencé avec les numéros, Essillon pour le 23e mois, le 23 c'est la Creuse, Pandémie, donc le 10e mois, c'est l'Aube, Valmu, le 25e mois, c'est le Doubs. Volmoge, le 22e mois, c'est les Côtes d'Or. Ah, on reste dans la thématique Bretagne. Qu'est-ce qu'on a loupé? Patate Folle, le 26e mois, c'est la Drôme. Malouga, le 20e mois, on l'avait... Bah du coup, c'est la Corse, quoi, du coup. Il n'y a pas de vin. Je suis choquée. Je suis choc-barre. Ok. Donc le vin, à l'origine, c'était la Corse. Et ça a changé en quelle année? En 1976, la Corse vin est divisée en 2. Plutôt que de revoir la numérotation globale, les 2 nouveaux départements reçoivent un code alphanumérique. Vous savez que d'ailleurs, je l'ai appris hyper tard, vous savez que le fait d'être né en Corse, par exemple, pose ou de vivre en Corse, mais d'autant plus si vous y êtes né, pose énormément de soucis dans les formulaires administratifs, notamment quand vous devez renseigner votre numéro de département. On a foutu ce système-là pour la Corse et il y a plein de trucs administratifs qui sont en mode comprends pas. Il y a une lettre comprends pas. Et c'est un vrai problème pour les gens qui sont
qui sont corses pour des démarches auprès de la CAF, auprès de l'assurance maladie et tout ça. C'est une vraie difficulté qu'ont les Corses. Voilà, c'est stupide quand même. C'est vraiment stupide. Enfin, je veux dire, on n'a pas non plus... On a beaucoup de départements, mais pourquoi les avoir mis une lettre si c'est pas pour après les rentrer dans les bases de données administratives? En fait, ça n'a aucun sens. C'est quoi votre numéro de département? B. Ah bon, d'accord. En vrai, plus de 40 ans pour que l'administration s'adapte, on est encore dans les temps. C'est vrai, c'est une façon de voir les choses. Non, mais c'est trop grave en vrai. Hein. J'avais vu tout un thread comme ça de quelqu'un qui expliquait... quelqu'un qui avait un parcours... Attends, je ne me souviens plus exactement. Je crois que c'était quelqu'un qui voulait se faire reconnaître travailleur handicapé ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est une foule de démarches administratives qu'on va pas épiloguer ici parce que c'est très long. Et du coup, tu as besoin de certains documents de ta ville de naissance, patati patata et tout. Et c'était un calvaire parce que c'était la Corse. Et j'étais en mode, mais quoi? Comment ça? C'est trop bizarre. Merci beaucoup, Ono, pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup, c'est gentil. Y a pas un Corse ici qui peut témoigner? Après, les Corses, ils sont pas... peut-être pas si présent sur Twitch, mais... C'est comme la poste avec les numéros de rue 4A, 2 bis, etc. Un ami ne reçoit jamais ses colis. Non, mais c'est vraiment une dinguerie quand même. Il n'y a pas eu un Corse dans le chat ever, mais ouais, jamais ils sont venus. Jamais ils sont venus. Je vis en Corse, mais pas eu ce type de problème. Ok, tu vis en Corse sur Icart? Putain. Trop aller en Corse. Trop aller en Corse. Mais putain, ça, pour faire des randos, mais ça grimpe quand même. Merci Nawash, merci beaucoup pour le 17e mois. 17e mois, c'est quoi? 17, c'est les Charentes-Maritimes, bien sûr, bien sûr. On va enfin voir les 1000 morts. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Attendez. Attends, je le rajoute dans le titre. Alors, peut-être les 1000 morts. Oh, c'est vrai ça. Le compteur de morts qui était à 995 ou je sais plus quoi. Et du coup là... Mais après peut-être on passe pas les 1000 ce soir. Hein. Peut-être, imagine, je meurs jamais ce soir quoi. Genre peut-être, mais non, mais vous comprenez pas, il faut créer de l'enjeu. Il faut créer de l'enjeu, on sait pas, on n'est pas sûr, on vient pour voir si c'est le bon moment et tout. C'est... faut tout vous expliquer. Imagine, je les passe pas, en fait, ça... on se dit, faut que je revienne la semaine prochaine pour voir le passage des 1000 morts. Peut-être le jeu, il plante, on sait pas, tu vois. On est toujours dans l'expectative. Merci le petit coq de pays pour le 30e mois, merci beaucoup. C'est gentil. Et le 30, c'est le Gard. Deathless à partir de ce soir, voilà, c'est ça. C'est pour vous faire miroiter le fait qu'on va passer les 1000 morts et il n'en sera rien. On n'avait pas compris que tu avais fait exprès de mourir presque 1000 fois, pardon. Bah, c'est pour vous faire jacter, pour vous faire obliger à parler et à faire des rimes. C'est ça. Vous comprenez pas la strate des créateurs de contenu, en fait. Merci, moi, ce Wits, pour le 23e mois de sub. C'est gentil, merci beaucoup. Le 23, du coup, on vient de le dire, non? Le 23, c'est la Creuse. On devrait faire ça. On devrait faire ça quand on remercie le nombre de mois pour progresser. Alors après, le problème, c'est qu'on va vachement apprendre le début de l'alphabet. Mais les Yvelines, on n'y est pas encore, quoi. Parce que je sais plus combien c'est le max à l'heure actuelle de nombre de mois. Attends, il y a VHS dans le coin. Hop là, il suffit que je regarde VHS. 69, on doit être à 69 ou 71, un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc on peut pas aller au-delà de la haute zone pour le moment. Ah, on a un témoignage. Je suis corse et mon numéro de sécurité sociale contenant une lettre m'a parfois handicapé durant mes papiers. Certains employés de l'administration comprenaient pas la lettre dans la série de chiffres. C'est quand même une dinguerie, enfin, je veux dire... C'est quand même fou, non? T'étais agent administratif et tu sais pas qu'il y a des lettres pour la Corse? C'est prodigieux, c'est vraiment le terme.
C'est exceptionnel, c'est trop grave. Je fais ça avec le numéro atomique en chimie, mais mon art n'est pas reconnu. Je ne pourrais pas te suivre sur ce coup-là, baguette. Merci Pelaxac pour le 31e mois, merci beaucoup. La Haute-Garonne, bien sûr. La Haute-Garonne pour le 31. C'était vachement meilleur pour les départements quand on jouait plus à GeoGuessr. C'était mieux. Pas la Corse qui est réputée pour fournir pas mal de fonctionnaires administratifs ou je confonds? Ça me dit rien, mais il y a peut-être un truc dont je suis pas au courant. Écoutez, j'étais pas au courant qu'il n'y avait pas de département numéro 20, alors... C'est quand même pas la meilleure idée d'utiliser des lettres, c'était sûr que ça poserait problème. Bon, en fait, ouais, ils auraient dû rajouter à la toute fin, quoi. Ou à la rigueur, faire comme les départements d'outre-mer, quoi, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sur la liste et du coup, je vois... Attendez. Sur la liste des départements français avec leur numéro. Bon, déjà, je vois 69D, Rhône, 69M, Métropole de Lyon. Je suis en mode, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah bon? Pour moi, il y a juste 69 le Rhône et puis basta. Mais d'accord, si vous voulez. Et ensuite, je vois donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy, d'accord. Saint-Martin, ok. Terre australe et Antarctique française, là on se dit, ah tiens, Wallis et Futuna. Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, ok. Île de Clipperton, mais ils sont combien? L'atoll le plus isolé du monde. Car les terres continentales les plus proches sont celles du Mexique à environ 1100 km. Mais y a-t-il des gens qui vivent là-dessus? Parce que ça fait une superficie de 1,7 km². Bah ça me perd, non? Population 0, mais ça serait marqué sinon s'il y avait une population. Ah pardon, j'avais pas vu. Population, aucun habitant. Mais du coup, c'est quand même un département qui a un espèce... Enfin, pas un code postal, mais... Quel est l'intérêt? Je comprends pas. Pourquoi? L'île relevant du domaine public et des propriétés domaniales de l'État français est donc classée sous le même régime législatif et relève de la même organisation particulière que les terres australes et antarctiques françaises, TAF, en tant que territoire sans population permanente. Ok. Le saviez-vous? L'île de Clipperton. Oh, on pourrait faire un golf ici. Merci le Commodore pour le 54e mois, merci beaucoup. Merci Kakatoa pour l'année de sub, merci bien. Aussi connu sous le nom d'excuse pour la France d'avoir des eaux territoriales, c'est tellement ça. Et les petites îles bretonnes ou autres, alors bah je sais pas, franchement l'île de Clipperton, il n'y a aucun habitant, ils ont quand même leur truc. Et aucun signe de l'île de Bréa ou de Belle-Île-en-Mer. J'avoue que franchement, c'est le moment de monter au créneau. Mais moi, je suis pas bretonne, donc je veux pas m'accaparer votre combat. Mais voilà, c'est pas pour foutre de la merde, mais je trouve ça injuste, quoi. Vous avez déjà une région, contentez-vous-en. Concernant Lyon, parce que la métropole de Lyon exerce les compétences d'un département depuis 2016. Ah bon? Ah ouais. Oui, il y a la terre à délier aussi, ouais. Ah bon. Eh ben, écoute, on en apprend des belles ce soir. Hein. Il y a un mec tout seul qui vérifie juste qu'on se fasse pas envahir. Possible. Après, pour aller faire tes courses, c'est chiant. Hein. Alors du coup, mais c'est un lagon en fait, il y a vraiment... Bois de Bougainville, point de débarquement, épave de Chaland, presqu'île du Crochet, anse du Pouce, pointe du Pouce. Il y a plusieurs épaves quand même. Comment ça, munitions US? Il va y avoir des trucs sur Google Maps, si. Attendez, on va aller voir l'île de Clipperton. Mais ils l'appellent l'île de la Passion aussi. L'île de Clipperton.
C'est marrant, on dirait le nom d'un vieux logiciel des années fin 90, début 2000, vous voyez. Il y a un truc qui me fait chier, je sais pourquoi on l'a fait, mais le fait d'avoir retiré Maps sans intégrer sur Google, franchement, c'est un peu relou. Mais je vois, hein, je suis d'accord et c'est louable comme la raison pour laquelle c'est plus le cas. Mais chiant. Alors attends, sur Maps, ça donne ça. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que... Ah ouais, d'accord. Oh, ah ouais, c'est loin. Après, 1100 km du Mexique. En même temps, ouais. Et ça me fait rire parce que le reste n'est pas Street View. Mais ça, oui. Mais le reste à côté, c'est une tâche. C'est un peu rigolo. Et du coup, les photos, peut-être voir. Pourquoi il y a ça? Pas clair. Ah oui, d'accord, ok. Bon, je sais pas, vous avez toujours envie d'y vivre? Ça m'a bien l'air un peu les pieds dans l'eau quand même, quoi. Hein. Donc il y a la fibre. Bah là, j'avoue, je suis pas sûre. Hein. Puis je pense que votre setup, il prend vite l'humidité, je pense. Hein. Il a l'air surtout d'y avoir des piou-piou, quoi. C'est guess, je range les valises. Franchement, ouais, c'est pas l'île la plus incroyable. Après, moi, je suis pas très île, mais... Vous aurez eux comme voisins, quoi. Ils vont regarder comment vous tondez votre pelouse, je vous le dis. Et c'est quoi les avis sur Google? Il y a un mec qui fait son auto-promo. J'ai séjourné à Clipperton durant une semaine avec la marine en 2017 et j'ai retracé l'histoire de cette île française dans une BD. J'ai aussi édité un livre sur le voyage maritime et raconté ce que nous y avons fait. Vous pouvez trouver ces deux ouvrages sur mon site internet Ramine. Il y en a qui parlent pas de temps. Il n'y a rien à faire là-bas, ça sert à rien. Après, c'est que des gens qui ont troll en fait, quoi. C'est que un truc... île française, vive la France. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens se chauffent d'un seul coup à mettre des avis là-dessus? Jolie vue sur la mer, attention à la montée des eaux. Piste de dragster de 3 km, de quoi satisfaire les amateurs de drag race. On se demande bien pourquoi la France tarde-t-elle tant à y installer une base scientifique pour y renforcer sa présence. Il est stratégique que les USA ne se gêneraient pas d'occuper s'ils la possédaient. Ok, bah c'est intense, hein. Des gens sont restés coincés sur l'île sans ravitaillement pendant 3 ans, entre 1914 et 1917. Ah ouais? Mais ils ont mangé quoi, des piou-piou du coup? Il y a vraiment des gens qui sont restés coincés? Attends. Ah, les oubliés de Clipperton. Ah, mais ça me dit un truc en plus. Viteuf. Les oubliés de Clipperton, c'est eux? Putain, mais il y avait plein de mômes en plus. En février 1914, un cyclone détruit les potagers de la petite garnison de 11 soldats installés sur place avec femmes et enfants depuis 1906. La marine mexicaine devait venir les ravitailler environ tous les 4 mois. Mais le bateau de ravitaillement de mai n'arrive pas. À la fin du mois de juillet, un croiseur de l'US Navy, l'USS Cleveland, vient secourir l'île, mais le chef de la garnison refuse d'embarquer sur un navire ennemi. La troupe est alors décimée par la famine et le scorbut. En mai 1915, ils ne sont plus que 3 hommes, 6 femmes et 8 enfants. 2 des hommes meurent en tentant de rejoindre un navire passant au large. Le dernier homme survivant, gardien du phare, fait alors vivre un calvaire aux autres et se comporte en dictateur.
Il est assassiné à coups de marteau par les femmes survivantes le 17 juillet 1917. Le lendemain, l'USS Yorktown les sauve. Il était venu vérifier qu'aucun navire allemand ne s'y cachait. Certaines encyclopédies ont longtemps indiqué que l'île de Clipperton avait une cinquantaine d'habitants, restant à ce chiffre de 1914. Histoire de dingue. Attends, mais c'est lui qui s'est fait descendre du coup? Il est un peu marrant son chapeau. Une histoire à être adaptée, ça? Ah bah il y a dû y avoir des trucs, hein. Dans la culture. Ah bah tiens, c'est marrant, Cousteau, il a fait un truc dessus, il a fait un film. Oh voilà, ça me plaît bien. Les oubliés de l'île de Clipperton, série In Extremis, histoire de survie, émission issue du podcast Naufragé, une histoire vraie par Daniel Fievé et Emmanuel Fournier. Première diffusion le 15 novembre 2023, écoutée en ligne sur Radio France. Attendez, faut juste que je mette un truc en favori, j'arrive. Oh là là, ça va se régaler là. La prochaine fois que je vais faire du ménage là, let's go. Ah non, mais mais je crois que j'avais déjà entendu parler de cette histoire. Mais c'est qui s'est fait descendre à coups de marteau là? Attendez, c'est pas clair. En 1917, n'ont survécu que le gardien du phare, Victoriano Alvarez, donc pas lui, et 15 femmes et enfants. Victoriano Alvarez s'est proclamé roi. Son règne brutal, on l'accuse notamment de viol et de meurtre, se termine par son assassinat par la veuve du capitaine Arnaud. Et littéralement, le lendemain, ils sont venus se faire sauver, quoi. Le 18 juillet 1917, le lendemain de la mort de Victoriano Alvarez, l'USS Yorktown, venu vérifier que les Allemands n'avaient pas installé de base sur l'île, découvre les 11 derniers survivants, 3 femmes, une adolescente et 7 enfants. Il les ramène en Californie. Jugés pour leurs crimes, les femmes sont acquittées et rentrent au Mexique. Entre 1959 et 1962, quand le Mexique reconnaît la souveraineté française de l'île de Clipperton en 1959, la France propose la nationalité française aux 11 survivants de 1917 et leurs descendants. Les modalités sont fixées à un délai prenant fin au 1er janvier 1962. Aucun des 11 survivants ni leurs descendants ne donne suite à la proposition française. Ok. C'est fou. Tout à fait dans le mood, la musique. Ah, j'avoue, ouais, c'est vraiment pas clair. Hein, ils nous ont laissé en vue, quoi. Vraiment, c'est tellement ouf que le mec soit mort la veille du sauvetage. Mais oui, de fou. C'est vraiment dingue. Bon, bah écoutez, bah voilà. Bah, j'espère que vous aurez... j'espère que vous aurez appris des choses. Et du coup, il y a bien eu des gens qui vivaient là à une époque, hein. Qui suffisamment de temps pour qu'ils puissent rester là. Mais putain, il y a un mec, il a 8 personnes sous son commandement. Il se dit, vas-y, je suis le roi. Mais quel bouffon aussi. Mec, concentre-toi, là, on est occupé à survivre. Mais du coup, moi, ce qui m'étonne, c'est que les ptios, ils ont l'air petits quand même. C'est-à-dire que... Est-ce qu'ils ont fait des enfants alors qu'ils étaient déjà abandonnés sur l'île? Ou est-ce qu'ils étaient déjà enceintes? Je sais pas, c'est pas clair, je cherche, j'aimerais savoir. Parce que j'avoue, si j'étais perdue sur une île, j'aurais pas trop en tête de faire des mômes, quoi. Parce que là, devant, ils ont l'air grands, genre en mode, ça a dû arriver avant qu'ils se fassent abandonner, mais le tout petit, là, les deux petits, là, je suis pas sûre, ils ont quoi? Ils ont moins de 3 ans, ceux-là. T'ennuies sur une île déserte? Ouais, mais c'est pas évident, quoi. Enfin, je sais pas. Nés avant, apparemment. Ils sont tous nés avant, les mômes? La garnison mexicaine est composée en 1914 d'une centaine de personnes. L'île étant totalement désertique, fréquentée seulement par des millions de crabes et de nombreux oiseaux. Elle est approvisionnée tous les 4 mois par un bateau venu d'Acapulco. C'est pas vraiment une île, juste une bande de terre de quelques dizaines de mètres de large. Il y a 3 arbres. Bah ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, ouais.
Jocelyne, y a plus rien à bouffer, on est abandonnés de tous, on va probablement mourir. On baise? Oui, je sais pour Mintos, oui, je sais qu'il a eu la carte des Metzelk, ça va, je le gère hyper bien, d'accord? Je suis très contente pour lui, sachez-le, voilà. C'est super. On est bravo Mintos, on est très heureux pour toi. Super. Super, mais si vous avez les dates de vacances de Mintos, n'hésitez pas à me les transmettre, bien sûr. Je suis pas salée, là. Je suis pas salée du tout. C'est 3 cailloux, un bord de sable et une montagne de merde de Piaf. Il a aussi dit que tu avais 40 ans, non? Il a dit ça, Mintos? Que j'avais 40 ans? Comment ça? Et sur quoi il se base pour dire ça? Trois fois rien. Ça va, il te rajeunit vachement. Et je vous lis, hein, vous le savez, hein. Putain, moi j'ai essayé de vous apprendre des trucs et c'est comme ça que vous me remerciez. Mais en même temps, après, je viens de m'extasier sur le fait qu'il y avait un podcast entier consacré à cette histoire sur Radio France. Donc je cherche un peu aussi, j'avoue. C'est quoi? Est-ce que c'est France Culture? Non, France Inter. C'est moins pire, mais c'est quand même pas ouf, quoi. ça pourrait être France Inter, ça pourrait être France Culture, pardon. Là, on est vraiment dans la vieillesse absolue, quoi. On peut se moquer de l'âge de flangue, mais Mintos, c'est l'hôpital qui se fout de la charité tout de même. Ah, enfin des gens qui le disent, merci. Salut Damien. En vrai, je dois me faire vieux, mais le podcast m'intéresse Prum Dog. Mais il y a plein de podcasts qui sont vraiment passionnants de fou. Moi, j'avance pas parce que bon, c'est quand même pas hyper good vibes, mais moi, je continue d'écouter de temps à autre mon podcast sur Philippe Pétain en 10 épisodes, 1 heure chacun. Ah, je serais incollable sur Pétain à la fin, quoi. C'est vraiment... Mais du coup, j'apprends plein de choses, c'est trop bien. Podcast de France Culture, je crois. France Culture ou Radio France, je sais plus. Ou France Inter, pardon. Je sais plus. Mais non, il y en a plein, franchement, quand tu vas dans la liste des podcasts sur Radio France, mais t'as un nombre de pépites, mais incalculable. Hein. Des fois sur des sujets très très niches, très précis, mais trop intéressants. Hein. Oh, les grandes expéditions, comment ça? Attendez, je me relève. Là. Voilà, pareil, moi aussi, là, je suis hype sur ce podcast-là. Les grandes expéditions, dates, figures et événements. Marco Polo, Christophe Colomb... Hernán Cortés, la conquête du Mexique. Les 3 voyages de James Cook. Mais je suis hype aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les podcasts histoire, t'as un nombre de choses vraiment très très intéressantes de toute façon. C'est vraiment pas ce qui manque, avec des trucs plus ou moins des différentes époques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci, elle me dégoûte, cette Minia. Je la laisse pas trop longtemps parce qu'elle me dégoûte. À quand la sponsor Radio France en fait? Bah ça n'arrivera pas, c'est un service public, ça n'arrivera pas, je pense pas. Merci beaucoup Lucas pour le 57e mois de sub, merci beaucoup. Merci Greg pour le 16e mois de sub, merci beaucoup. C'est bien ça, demain j'ai 8 heures de route, je vais me faire une playlist avec des podcasts partiellement. Moi quand je dois prendre la route pendant longtemps, j'avoue que j'aime bien ne pas écouter de la musique tout le long et que je fais musique, podcast, j'aime bien. C'est un service public pour l'instant, date y arrive, c'est vrai. Ah oui, le maître des fleurs, ouais, j'avais suivi, mais je sais pas dans quelle mesure, j'ai pas trop suivi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme podcast qui me tentait de fou, là, que j'ai vu? Ah, c'est marrant, il y a des fictions audio aussi sur Radio France. C'est quoi Face à l'histoire? Ça me dit... Ah, mais c'est Philippe Collin! Ah, mais c'est ce que j'écoute, en fait. Ça s'appelle Face à l'histoire, je crois. Oh, il y a une série sur Dreyfus. C'est trop grave.
Oh, il y a une série en 10 épisodes sur Alfred Dreyfus. Mais je... Mais... 1 heure à chaque fois. Oh là là. On se régale. Vous avez aussi Molière, aussi en 10 épisodes. C'est du gros boulot quand même. Hein. Vous avez Molière. La cavale du général Leclerc en 8 épisodes. Là, j'avoue que je vais peut-être passer mon tour, j'avoue. Il y a aussi un podcast sur la déportation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les résistantes. Oh, un podcast vraiment sur la résistance au féminin, on va dire. Et là, c'est les mêmes que tu me montres, mon bro. Là, t'es en train de vous recycler, en fait. Vous recyclez. Cléopâtre en 5 épisodes. Non, je vous dis, Face à l'histoire, c'est vraiment bien. Mais je crois que c'était ça, en fait. Je crois que Pétain, c'est justement Face à l'histoire, le nom du podcast. Merci beaucoup, Ilial. Merci beaucoup pour le 5e mois de Prime. Merci beaucoup. Évidemment, tu t'enchaînes pas les 10 heures de... Enfin, vous pouvez vous enchaîner les 10 heures de podcast si vous voulez, mais bon. Clairement, ça se passe pas comme ça, quoi. Cléopâtre, pas le meilleur, Imo? Oui, c'est vrai, Lise, le général Leclerc, en vrai, c'est bien. On a 15 000 rues à son nom et on sait pas qui c'est. C'est vrai. C'est vrai que le nombre de gens dont le nom est assez répandu dans les rues, avenues, etc. Et on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait. Mais c'est comme ça dit Carnot, ouais. Oui, c'est vrai. Je ne me moque pas, mais je conseille fortement la série de podcasts de Guillemin sur la Commune de Paris. C'est une période de l'histoire que je connais pas très bien en plus de ça. Notez la petite référence, vous me permettez, bien sûr. Non, mais par contre, ouais, si vous faites des longs trajets en voiture, moi je trouve ça... Enfin, après, il y a des gens qui aiment vraiment écouter de la musique, mais moi j'aime bien alterner. Et notamment parce que le podcast, il y a ce côté où ça te maintient vachement éveillé, je trouve. Quand t'es vraiment sur un long trajet, ça maintient ton attention et c'est pas mal. Enfin, de toute façon, quand vous êtes fatigué, il faut toujours faire une pause, on est bien d'accord. Mais moi, ça m'aide de ouf à me concentrer. Où que c'est ? Ah, voilà. Non, j'ai un Discord personnel où il y a vraiment que moi dessus et du coup, je m'en sers d'immenses bloc-notes. Et j'ai un truc podcast où justement, j'ai wishlist plein de trucs que vous m'aviez conseillé. « 15 000 rues, il y a tellement de supermarchés. » C'est vrai. Salut VHS. Sur les épaules de Darwin, toujours sur France Inter, l'émission s'est arrêtée, je crois, c'est top aussi. Putain. Et vous la voulez à quoi, votre tisane? Mais non, on a de la chance que le service public produit vraiment des très bonnes émissions de podcasts notamment. Et après, il y a certains docu-Arte qui sont intéressants aussi, bien sûr. Mais on a de la chance d'avoir vraiment... Surtout, je trouve qu'on a vraiment de la chance côté histoire. Bon, moi, j'aime vraiment beaucoup l'histoire. Ouais, j'avais commencé à écouter ça aussi, c'était vachement bien, mais vas-y, ça m'avait déprimée. Donc, je m'étais arrêtée en cours de route. J'avais commencé à écouter l'histoire de l'extrême droite française et putain, mais l'épisode sur Maurras, là, le premier, mais c'était pour m'abattre. Vraiment, j'étais à bout. Hyper intéressant, hein. Vraiment, si vous vous intéressez à ces questions-là, enfin, je vous conseille de l'écouter, mais c'est quand même pas facile, quoi. C'est quand même... Bon. J'adore le service public, dans 2-3 ans, il n'y en aura plus. Merci Alex Way pour le 55e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai aussi. Pour les longs trajets, les vidéos d'Estonie marchent très très bien, vu qu'il fait 1 heure de facecam avec tout juste quelques illustrations qui n'apportent rien de capital au propos. Ouais, Estonie, il avait fait un livre sur le Titanic que j'avais acheté. Et alors, vous savez, c'est les beaux livres, donc c'est pas les livres que tu vas lire de façon en une fois, en entier et tout, mais il est vraiment très intéressant, il est vraiment très très bien, quoi.
Tu peux passer le lien s'il te plaît? Oui, si tu veux, je peux te l'envoyer. Je serais curieuse de savoir d'ailleurs, est-ce que nos amis belges, suisses, québécois peuvent écouter les podcasts de France Inter ou c'est comme les replays télé où vous êtes, c'est chiant pour ceux qui sont au-delà de, qui sont pas domiciliés en France. Est-ce que c'est pareil pour le podcast? Je suis curieuse de savoir. Ça marche depuis la Belgique? Sans VPN, je veux dire, bien sûr, hein, vraiment sans VPN. Belgique, ça a l'air de marcher. Je suis au Québec et je peux écouter. Ok, c'est peut-être pas la même législation que pour la télé, du coup. C'est pas géobloqué, c'est le mot que je cherchais, merci. Et RTBF, c'est pas évident pour voir l'émission, je crois. Je ne sais pas. Merci beaucoup, LJ. Merci beaucoup pour le 47e mois. Merci beaucoup, c'est bien aimable. Ça me dit rien, par contre. Sur le climat politique en France pré-Deuxième Guerre mondiale, il y a un affaire sensible sur Roger Salengro, qui est très bien. Encore un nom qu'on retrouve dans quasi toutes les villes de France. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ce nom-là dans une rue. Roger Salengro. Député socialiste du Nord et maire de Lille. Ah, il est dans le gouvernement Blum. Ah, il s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'il avait été la cible d'une campagne de presse d'extrême droite de l'Action française qui l'accusait à tort d'avoir déserté pendant la Première Guerre mondiale. Ben, pardonnez mon inculture, je ne le savais pas. Non. Et par contre, il n'y a pas tant de villes que ça qui ont son nom. Regardez, par rapport à un Victor Hugo, par exemple, je veux dire. Nantes, Toulouse, Chaville. Oh non, trop mimes. Marseille, Villeurbanne, Bondy, Villetaneuse, Nevers et Clichy. C'est pas tant répandu par rapport à un Victor Hugo, il y avait la Libération. Moi, j'aime bien le dire, mais à Clermont-Ferrand, il y a une avenue qui s'appelle Avenue de l'Union soviétique. Et c'est très rare qu'il y ait encore l'Union soviétique dans un nom de rue. Généralement, elles ont été rename. Voilà. Il y a aussi à Tours, il me semble, à côté de Dijon, il y a une rue Salengro. Ah bah, faut le rajouter dans la page Wikipédia, alors. Il faut le rajouter. C'est une grosse avenue en plus. Ouais, l'avenue de l'Union soviétique, c'est l'avenue de la gare. Donc oui, elle est très centrale. À Malakoff, banlieue parisienne, il y a un stade Lénine. Ah ouais. À Tours, c'est un arrêt de tram. Quelque chose quand même. Putain, vous êtes combien à avoir vécu à Tours? On le laisse car ça nous fait rire, la mairie. Non, et après, je serais curieuse de savoir le nom propre qui est le plus donné pour des villes. Est-ce que c'est Victor Hugo? Est-ce que c'est Charles de Gaulle? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on a beaucoup aussi? Blum aussi, beaucoup quand même. Hein. Jaurès, beaucoup aussi. Carnot, beaucoup aussi. C'est quoi le nom? Attends, comment est-ce qu'on pourrait trouver ça? Non, je crois qu'on a déjà cherché en fait. Saint-Exupéry, pas mal aussi, ouais. Nom propre. Rue. Je sais pas comment le... Quel est le nom propre de la rue? C'est pas ça. Je voudrais un classement en fait. Gambetta, oui, beaucoup aussi, ouais, c'est vrai. Gambetta. Lafayette aussi, beaucoup, non? Odonymie en France? C'est ça le terme? Odonymie en France. L'odonymie, c'est quoi? Attendez. Parlons peu, parlons bien, parlons culture, bien sûr. L'odonymie, c'est l'étude des odonymes. Certes. Nom propre désignant une voie de communication. Un odonyme peut être le nom d'une rue, d'une route, d'une place, d'un chemin, d'une allée. D'accord. Ok. Donc là, on a l'histoire et ensuite, on a statistiques. Occurrence rue de l'église.
Il y en a quasiment 8000. Et je suis presque étonnée qu'il n'y en ait que 8000. Rue de l'église, place de l'église, grande rue, rue du Moulin, place de la mairie, rue du château, rue des écoles, rue de la gare, rue de la mairie, rue principale, rue du stade, rue de la Fontaine, rue Pasteur. C'est vrai qu'on l'avait oublié. Attends, quoi? La Fontaine a plus de rues à son nom que Pasteur et Victor Hugo. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Ah, vous êtes vif. Ah, vous êtes vif. Vous m'avez envoyé plein de trucs. Attendez. Le Dauphiné. Un petit jet punk. Allez, vas-y, j'ouvre tout. J'ouvre tout. On parle de Fontaine, pas du mec, je pense. Ah, j'allais dire, mais ils ont mis une majuscule, mais ils ont mis aussi une majuscule à stade, et je pense pas que le stade soit un gars, quoi. Donc ouais, bon, bien vu, bien vu. Ok. Curiosité. Dans les parties du territoire qui avaient pour langue courante une langue autre que le français, il arrive parfois que certains pseudonymes sont en réalité des répétitions, reprenant la désignation du lieu en langue locale. Les exemples ci-après se situent dans les pays de Languedoc. Place du Plan, à Sumène. Rue de la Carrière, à Agde. Quoi, c'est une curiosité? Enfin, je vois, mais... Je m'attendais à un truc drôle. Promenade passégeable de la Séoupe, c'est un peu drôle. À Bernadets dessus. Déjà, le nom du bled est un peu rigolo aussi. Ah, je m'attendais à plus me taper des barres. Vous voyez, je suis un petit peu sur ma faim quand même. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du Dauphiné, le top 10 des noms les plus donnés à vos rues. 1,5 million de voix. 5,6 millions de lieux dits. Donc c'est Charles de Gaulle qui gagne. Ensuite, on a Louis Pasteur, Victor Hugo, Jean Jaurès, Jean Moulin, on l'a pas cité, mais oui, évidemment, bien sûr. Léon Gambetta, le général Leclerc, Jules Ferry, Maréchal Foch et Clémenceau. Putain, on aurait dû... On a oublié des évidents. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a la source, c'est Slate, c'est encore mieux, ouais. Ah, voilà. Attendez, je suis en travers. Ce n'est bien sûr pas un hasard si Jaurès surnage dans les terres du radical socialisme que sont le sud-ouest et l'Auvergne et dans l'ex-banlieue rouge de Seine-Saint-Denis. Je tiens à rappeler que Clermont-Ferrand est à gauche depuis 1945. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Certaines personnalités n'arrivent en tête que dans un département, celui où elles sont nées. Citons François-René de Chateaubriand, en Ille-et-Vilaine. Georges Clémenceau en Vendée, Georges Pompidou dans le Cantal, le marquis de Lafayette en Haute-Loire. Ah bon, Lafayette, il était origine de Haute-Loire. Ah ouais. François Arago dans les Pyrénées-Orientales, Hector Berlioz en Isère, François Rabelais dans l'Indre-et-Loire, Ronsard dans le Loir-et-Cher, Raymond Poincaré dans la Meuse ou le maréchal Leclerc qui vient de la Somme, bien sûr. Notez, hein, parce qu'il y aura une interrogation la semaine prochaine. Demain, avant la soirée du lundi, là, je vais vous demander... quelle est la personnalité la plus citée dans son département? Et je vais vous demander l'Indre-et-Loire. Ça va avoir flou, hein, je vous le dis. Hein. J'aimerais bien un classement. Ah non. L'article est plutôt bien fait, mais tu trouves pas l'info vite, quoi. T'es vraiment obligé de lire en... De lire l'article au total, quoi. Et j'aurais bien voulu voir la carte, mais on peut pas cliquer dessus, je comprends pas. C'est marrant, l'omniprésence de Gaulle, c'est quand même fou, hein. Par contre, t'as l'Auvergne qui se dessine avec Jean Jaurès au milieu, ça me fait rire. Le classement, ah nice. Oh! Oh miam 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 miam! Oh miam 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 miam! Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Oh miam miam, on se régale. Donc vraiment, omniprésence de Charles de Gaulle, je vais pas vous mentir.
Pasteur, Hugo, Jaurès, Moulin, Gambetta, Leclerc, Ferry, Foch, Clémenceau, Notre-Dame, Émile Zola, Alphonse de Lamartine, Voltaire, Mermoz. Ah, Mermoz, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi. Aristide Briand, bien sûr, Marie Curie, Jeanne d'Arc, Carnot, Georges Brassens. Ah, c'est marrant quand même que... Là, vraiment, bon, on a quand même cité des gens qui étaient pas tout jeunes quand même, on va pas se mentir. Et au milieu de tout ça, il y a Brassens qui est quand même plus contemporain, on va dire, quand même, malgré tout. Malgré tout. Même si ça commence à dater. Hector, parce que je crois qu'il est mort dans les années 80 quand même, donc ça commence à dater. Hector Berlioz, Antoine de Saint-Exupéry, Anatole France, Claude Debussy, pardon, Pierre et Marie Curie, Georges Guinemer, je suis pas sûre de bien dire son nom d'ailleurs, Molière, Maurice Ravel, Mozart, Frédéric Mistral, Albert Camus, Antoine Lavoisier, Paul Cézanne, Georges Sand, Paul Verlaine, je vais peut-être pas faire toute la liste. Et Roger Salengro, effectivement. Jacques Brel aussi, qui est beaucoup. Jacques Prévert. Tiens, c'est marrant que Pierre Mendès France soit aussi bas. J'ai l'impression que c'était un mot un plus courant, quoi. Et on est toujours à la recherche des femmes, par contre. Hein. Où sont les femmes? Par contre, Maréchal de Tassigny, là, il est là, mais toujours pas une gonzesse, quoi. Enfin, ici, il y a eu Marie Curie, voilà, c'est notre caution, en fait. Mais c'est la seule, hein. Claude Monet. Pierre Brossolette. Hélène Boucher, ça y est, on a 2 femmes. J'en ai peut-être loupé, mais... Georges Sand. Ah, c'est vrai, je l'avais cité, Georges Sand. C'est vrai que je l'ai dit. 3 femmes. Jeanne d'Arc, 4 femmes. Wouh. Il doit y avoir Louise Michel quelque part, je pense. Elles sont en rouge. Ah oui, tiens, non, c'est vrai. Non, bah Jean Moulin... Ah non, mais Jean Moulin, c'est sa barre qui est en rouge. Effectivement. Donc, Marie Curie, Jeanne d'Arc, Georges Sand, Louise Michel, en effet, Hélène Boucher, Maryse Bastier, Édith Piaf, Colette, Elsa Triolet, Camille Claudel, Lucie Aubrac, Jacqueline Auriol, Simone de Beauvoir. Tout le reste, c'est des hommes. C'est fou quand même. Hein. C'est vraiment une femme, quoi. Merci Ostara Spring, merci beaucoup pour le 5e mois de Prime, merci beaucoup. Vous savez qu'il y a des assos hein, qui luttent justement pour féminiser un peu plus ces noms de rue parce que je crois, je me souviens plus de la stat, donc j'ai peur de dire une connerie, mais je crois qu'on estime qu'il y a entre 5 et 10% des noms de rues totaux en France qui portent le nom, enfin rue, avenue, place, etc. d'une femme. C'est quand même pas lourd, on va pas se mentir quand même. Et oui, c'est marrant que... Je l'ai étonné aussi qu'il y ait Mozart parce que c'est pas un français. Et il porte quand même le nom d'une rue, c'est quand même étonnant. Il y avait pas un bounty à 19h. Si, c'est juste qu'on est en retard. si, on est juste en retard. Dans notre université, ils ont renommé cette année les amphis en donnant hommage à des femmes universitaires. Oui, ils le font de plus en plus. Il y a une vraie question qui se pose depuis plusieurs années. Et maintenant, c'est de plus en plus le cas, quoi. À Lyon, depuis quelques années, les nouvelles rues, collèges et lycées sont uniquement féminins pour compenser. Il y avait un truc, par contre, que j'avais beaucoup aimé. On avait déjà parlé sur ce live, mais il y avait un petit bled qui avait choisi que ce soit les enfants qui renomment les rues. Et du coup, c'était vraiment allée du chien bleu, rue de l'arc-en-ciel et tout. C'était que des trucs trop cute comme ça. Ça me vient aussi. J'avoue que vivre rue de l'Arc-en-Ciel, c'est quand même mieux que vivre avenue du Général Leclerc. Rue Peppa Pig. Rue des Martyrs, j'avoue, ça c'est terrible. Hein. Attendez, j'avais un pote qui avait vécu dans une rue, mais genre atroce... Genre pas rue de l'écarisseur, mais tu sais, un truc du champ lexical de la boucherie et de l'abattage, tu vois. Genre, bah, je choisis pas, mais bon. Rue de l'enfer quand j'étais petit. Ah, il y en a une à Clermont, ouais. Bah, je crois qu'à Clermont, si je dis pas de conneries... Non, attends, non, je dis une connerie.
C'est-à-dire la rue de l'enfer, je me demandais s'il n'y avait pas un truc avec le paradis pas loin, mais je crois que c'est une connerie. Rue du cinglé par ici. Rue de l'abattoir, ouais, rue des anciens abattoirs, un truc comme ça, je sais plus. Horrible. Après, je me souviens pas trop, mais celle-ci, elle m'avait marqué, mais c'était il y a longtemps, quoi. Il y a la rue de la Grande Truanderie aux Halles. J'avoue, ça fout pas une gaule, ça. Tu vis où? Rue de la Grande Truanderie à... Des fois, ça s'enchaîne aussi quand tu fais un trajet. Genre récemment, le GPS m'a fait passer rue des Déportés into rue la Libération. Et entre les deux, il y avait littéralement une prison. C'est fou. Il y a la grande truanderie et la petite truanderie qui sont voisines. C'est un peu rigolo quand même. On a rue des Fusillés dans le nord. Oh là là. Ouais, c'est intense. Il y a des noms de rues quand même qui... Bon. J'habitais rue de la Solitude pendant mon adolescence et ça a vraiment eu un impact. Oh non. C'est un peu mignon rue de la Solitude, mais bon. On manque de... Voilà, je suis d'accord, on manque de noms un peu goofy, quoi. Rue du kebab, on rigole. Rue du cassoulet. Rue du Tancarville aussi, on pourrait faire ça, tu vois, en Normandie. Rue du Pastaga. Rue du caleçon qui colle. Ah non, bon, par contre, Baguette, tu seras pas décisionnaire là-dessus, je pense. Les personnes qui habitent place du Pilori savent que c'est la place des exécutions, oui. Mais place du Pilori, ça existe pas. Place du Pilori. Ah si. Oh. À Nantes, il y a une place du Pilori à Nantes. Ah non, c'est fou. C'est fou, c'est hardcore quand même. À Nantes, on a le boulevard du Massacre aussi. Mais à Nantes, vous avez pété un plomb sur vos noms de rue en fait. En nom goofy, il y a la grande rue de Pissefontaine à Triel. Pissefontaine. La rue des 50 otages? À côté du cours des 50 otages? Mais quand tu vis à Nantes, t'as une chance sur deux pour avoir un nom de ville, un nom de rue atroce ou comment ça? Ils ont pété un plomb à Nantes ou quoi? Ils ont vécu des choses à Nantes, hein. Ils ont besoin de... Ils sont madame quand ils doivent choisir les noms de rue, c'est... Place de Cigogne, c'est déjà un peu plus mimes, quoi. L'escalier du calvaire à Figeac. J'hésite avant de grimper. Place de la cage à souris, ça arrive fort, vous inquiétez pas. Ah, la place du Pilori, mais c'est fou. Pas fou. La rue Vide-Bourse à Lyon, c'est une ruelle anciennement réputée où tu te faisais racketter. Un peu rigolo aussi. Je pensais que t'allais me dire autre chose sur l'origine, mais... Moi, j'ai une rue Chemin de l'Homme Blanc. La place de la Liberté à Poitiers, c'est là où se faisaient les exécutions, je crois. Il y a des endroits, dans... Ah, je sais plus dans quelle ville c'est assez connu. Il y a une ville... Oh putain, c'est dans quelle ville? Il y a une ville où si tu regardes au sol, il y a encore l'emplacement de où on plaçait la guillotine. Et je n'arrive plus à me souvenir de quelle place c'est. C'est assez connu. Donc je suis sûre qu'il y a au moins une personne dans le chat qui va voir de quoi je parle.
Et je l'avais déjà vu en vrai. Rue du Calvaire à Nantes aussi. Il y a un arrêt de métro qui s'appelle Fille du Calvaire à Paris, sur la 9. C'est à Paris, je crois. Hein. La Paris Guillotine. Sympa, mais guillotine. Sol, je vais mettre un truc comme ça, mais. Ancien emplacement de la guillotine marque au sol. Voilà, c'était ça que je voulais. Ouais, c'est ça. C'est sur un passage piéton. Donc, inaugurée en 1992 en place de Grève, actuellement place de l'Hôtel de Ville, la guillotine a par la suite beaucoup voyagé dans Paris. Et en fait, c'est à ça que je faisais référence. C'est fou quand même. Mais ça veut dire que quand ils refont les marquages au sol et tout, ils font vraiment attention à délimiter à cet endroit-là comme un espèce bah, pas d'hommage, mais de traces de l'histoire, quoi. Mais je me demande si c'est... Je suis pas sûre que ce soit le seul. Hein, Vous voulez pas lire l'article Wikipédia liste des emplacements de la guillotine à Paris lors de la Révolution française? Allez, c'est parti. Place du Carrousel en face du Louvre. Ça a été aussi donc place de l'Hôtel de Ville, actuelle place de la Concorde, place de la Bastille évidemment, place de la Nation, place de la Concorde again et place de l'Hôtel de Ville again. Eh bien nice. Premier jour en alternance, tu bétonnes le truc en pensant bien faire. Mais putain Enzo! Quoi? T'as bogné la guillotine. Oups. Par contre, je me demande, premier degré, si un jour les rues vont changer de nom pour prendre leur nom d'usage. Genre à Lyon, il y a la rue des kebabs et la rue des rats vers l'hôtel de ville. C'est une folie à quel point tous les Lyonnais ou presque savent de quoi on parle. Mais après, il y a toujours aussi, dans n'importe quelle ville, franchement, je pense que passé le stade de 400 habitants, il y a toujours une petite rue de la Pisse quelque part. Il y a toujours une fameuse rue de la Pisse dans une ville. Toujours. La rue de la Soif à Rennes, bien sûr, un classique. Un classique. Bon, est-ce qu'on passerait pas sur le jeu? Est-ce qu'on passerait pas sur Marvel Rivals? Parce qu'après, il est déjà 19h30. Et ensuite, j'ai peur qu'on lance trop tard sur Elden Ring.